J'ai été viré de mon travail le jour même où ma femme m'a dit « Tu ne vaux rien ». Je prends les enfants. Anéanti, j'ai erré jusqu'à un dîner pour me vider la tête. Un vieil homme s'est assis à côté de moi, a étudié mon visage et a dit « Vous ressemblez trait pour trait à mon fils. » Mais il a disparu depuis 35 ans. Ces 5 mots suivants ont tout changé. Le jour où tout s'est effondré a commencé par une seule phrase qui m'a anéanti. Ma femme m'a regardé avec des yeux que je reconnaissais à peine et a dit « Tu ne vaux rien. Je prends les enfants. » Ces mots m'ont frappé plus durement que la perte de mon emploi plus tôt ce matin-là. J'étais entré dans l'usine où j'avais travaillé pendant près de 10 ans, seulement pour m'entendre dire que mon poste avait été supprimé. Pas d'avertissement, pas de remerciement, juste une boîte avec mes affaires et une poignée de main qui ressemblait plus à un rejet de mon existence. Au moment où Marielle m'a jeté ces mots au visage, je me sentais déjà vide. Mais quand elle a dit qu'elle emmenait Nolan et Tessa, c'est comme si elle arrachait les derniers morceaux de ma vie. Je suis resté là, abasourdi, serrant le sacre pas usé que ma mère, Léona, m'avait cousu des années auparavant, le même que je portais chaque jour au travail. Les rires de mes enfants, leurs dessins sur le frigo, les histoires du soir, j'ai vu tout cela me glisser entre les doigts à cet instant. Je ne pouvais plus respirer dans cette maison. Je suis sorti sans savoir où aller. L'air frais de septembre me frappait le visage, comme si le monde lui-même me rappelait qu'il ne me restait rien. Mon esprit tournait en boucle, me disant qu'elle avait raison, que j'avais échoué non seulement envers elle, mais aussi envers Nolan et Tessa. J'ai erré pendant ce qui m'a semblé des heures, jusqu'à me retrouver devant un endroit où je n'étais jamais allé. Un petit dîner brillant de lumière jaune et chaude dans la nuit. J'ai poussé la porte et me suis glissé dans une banquette au fond, fixant la tasse de café fumant qu'une serveuse avait posée devant moi. Mon reflet dans le liquide sombre ressemblait à un homme que je ne reconnaissais pas, fatigué, brisé, perdu. J'étais si absorbé par mon propre désespoir que je n'ai pas remarqué le vieil homme qui s'asseyait en face de moi jusqu'à ce qu'il parle. « Vous ressemblez tellement à mon fils », dit-il d'une voix posée et délibérée. J'ai tourné la tête, confus. Son visage buriné était sillonné de rides qui racontaient des décennies d'histoire, mais ses yeux portaient une douleur que je ne pouvais ignorer. « Mais il a disparu depuis 35 ans, ajouta-t-il. Mon cœur s'est mis à battre la chamade tandis que j'essayais de comprendre ses mots. Avant que je puisse répondre, il s'est légèrement penché en avant, m'étudiant comme si je pouvais disparaître. Ce qu'il a dit ensuite. 5 simples mots allaient changer le cours de ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai grandi dans une famille qui croyait au travail manuel, au respect de la parole donnée et à une fierté discrète. Mon père, Gareth, était un mécanicien qui pouvait réparer n'importe quoi avec un moteur. Il ne parlait jamais beaucoup, mais quand il le faisait, ses mots me marquaient. On mesure un homme à la façon dont il reste debout quand tout le reste s'effondre, m'avait-il dit un jour, alors que j'étais adolescent et que je boudais à cause d'un camion en panne. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Des années plus tard, ces mots allaient résonner d'une manière inattendue. Ma mère, Léona, le complétait parfaitement. Elle parlait doucement, mais sa gentillesse avait du poids. Elle croyait aux secondes chances, à l'importance de faire en sorte que les gens se sentent vus. C'est elle qui s'asseyait avec moi les soirs où j'avais du mal avec mes devoirs, me rappelant que la patience et la persévérance comptaient plus que les victoires rapides. J'ai emporté ces leçons avec moi à l'âge adulte, même si, à un moment donné, j'ai commencé à sentir qu'elles ne s'appliquaient plus à moi. Je n'ai jamais été l'athlète vedette, ni le garçon populaire, ni l'homme que les gens admiraient. Mais je travaillais dur. J'étais fier d'arriver tôt à l'usine, même quand j'avais mal au dos ou que mes mains étaient à vif à force de manipuler l'acier. Le travail n'était pas prestigieux, mais il payait les factures, et pendant longtemps, j'ai cru que cela prouvait ma valeur. Puis il y a eu Marielle. Elle était sûre d'elle, vive d'esprit et plus perspicace que quiconque j'avais rencontré. Là où j'hésitais, elle fonçait. Elle m'a dit un jour, au début de notre mariage, « Tu me donnes un sentiment de sécurité, Ethan », comme si le sol sous mes pieds ne pouvait pas s'effondrer. Je me suis accroché à cette phrase pendant des années. Nous avons fondé une famille ensemble. Et quand Nolan est né, suivi de Tessa 3 ans plus tard, j'ai cru que nous avions trouvé notre rythme. Mais avec le temps, les mots de Marielle ont changé. Au lieu de me dire que je la mettais en sécurité, elle me disait que je la faisais se sentir coincée. Au lieu de voir ma constance comme une force, elle y voyait de la complaisance. « Tu ne veux jamais plus, Ethan », disait-elle après une autre dispute à propos de l'argent.
Ça te va de rester en bas pendant que tout le monde grimpe. Elle avait raison sur certains points. J'avais eu des rêves, mais je les avais enfouis sous les responsabilités et la routine. Chaque matin, je pointais. Chaque soir, j'essayais d'être le mari et le père que je pensais devoir être. Je croyais que c'était suffisant. Mais ce qui était suffisant pour moi ne l'était pas pour elle. Les enfants, cependant, ne m'ont jamais regardé avec déception. Nolan, à 10 ans, avait la vivacité d'esprit de sa mère, mais ma nature tranquille. Il posait des questions sur tout, du fonctionnement des moteurs à la raison pour laquelle les gens se disputaient alors qu'ils s'aimaient. Tessa, 7 ans, vivait avec une joie qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Elle adorait dessiner des animaux et les scotcher sur le frigo pour que je les voie en rentrant. Eux deux allégeaient le poids de ma vie. C'était pour eux que je continuais à avancer, même lorsque le sol sous mes pieds commençait à se fissurer. Mon frère, Colin, était une autre voix dans ma vie que je ne pouvais ignorer. Il était plus jeune mais plus ambitieux, toujours à la recherche de plus grandes opportunités. Il m'a dit un jour autour d'une bière, « Tu dois te battre pour toi-même, Ethan. Tu laisses constamment la vie t'écraser. » À l'époque, j'en ai ri, mais ces mots sont restés coincés dans un coin de ma tête. Quand l'usine m'a licencié, c'est comme si on m'avait arraché une partie de mon identité. J'avais franchi ces portes d'acier presque tous les jours pendant une décennie. Je connaissais chaque grincement du plancher, chaque bourdonnement des machines. Perdre ce travail, ce n'était pas seulement perdre un salaire. C'était comme perdre la preuve que je comptais, que mon dur labeur signifiait quelque chose. Je suis rentré en voiture cet après-midi-là, la boîte contenant mes affaires sur le siège passager, fixant mon reflet dans la vitre tandis que le monde défilait. J'avais la poitrine serrée, mes pensées étaient assourdissantes. Comment allais-je le dire à Marielle? Que allait-elle dire? Quand je suis entré dans la maison, elle attendait. Ses yeux m'ont scruté, puis ont fixé la boîte dans mes bras. Ils t'ont laissé partir, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Il n'y avait aucune inquiétude dans sa voix, juste une certitude glaciale. J'ai hoché la tête. Des coupes budgétaires. Je ne pouvais rien y faire. Elle a croisé les bras. Rien que tu ne puisses faire. C'est toujours ta réponse. J'ai essayé d'expliquer, de lui dire que je trouverais un autre travail. Que cela ne signifiait pas la fin. Mais avant que je puisse finir, elle a prononcé les mots qui résonnent encore dans mes oreilles, « Tu ne vaux rien ». Je prends Nolan et Tessa. À cet instant, j'ai eu l'impression que les murs de notre maison se refermaient sur moi. Je voulais protester, crier, lui prouver qu'elle avait tort. J'ai regardé les photos sur le mur, les dessins au crayon scotchés sur le frigo, et j'ai senti une douleur creuse se propager dans ma poitrine. Marielle s'est retournée, a préparé un sac et a dit aux enfants qu'ils allaient passer la nuit chez sa sœur. Nolan m'a regardé avec de grands yeux confus. « Papa, tu viens ?» a-t-il demandé. J'avais la gorge serrée en forçant un sourire et en secouant la tête. « Pas ce soir, mon grand. Je vous verrai bientôt. » Je suis resté sur le pas de la porte pendant qu'il partait, le bruit de la voiture s'éloignant dans l'allée brisant le silence de la maison. Seul, je suis entré dans la cuisine et j'ai posé la boîte de l'usine sur la table. À l'intérieur se trouvaient les petits souvenirs de ma vie de travail, un thermos cabossé, une paire de gants usés, une photo que Nolan avait dessinée de moi lui tenant la main. Ma poitrine semblait s'effondrer. C'est dans cet état que je suis sorti, quittant la maison et tout ce qu'elle contenait. Mes pieds m'ont porté sans que j'y pense, chaque pas plus lourd que le précédent, jusqu'à ce que la lueur d'une enseigne de dîner clignote au loin. Le dîner était petit, niché entre un prêteur sur gage et une station-service, le genre d'endroit devant lequel la plupart des gens passent sans un second regard. Ses fenêtres brillaient d'une faible lumière jaune, et l'enseigne au-dessus de la porte bourdonnait dans la nuit. Je suis entré, et la chaleur m'a enveloppé comme une couverture que je ne méritais pas. L'air sentait la graisse de bacon et le café brûlé, un rappel d'innombrables matins où j'avais avalé mes repas à la hâte avant de partir à l'usine. Je me suis glissé dans une banquette près du fond, loin de la poignée de clients dispersés dans la pièce. La serveuse, une femme aux yeux fatigués et au sourire aimable, m'a versé une tasse de café sans rien demander. J'ai hoché la tête, marmonné un merci et fixé le liquide sombre. Le reflet qui me regardait semblait plus vieux que 35 ans, abattu par le poids de l'échec. Mes mains tremblaient légèrement en tenant la tasse, que je n'ai jamais portée à mes lèvres. Les voix dans ma tête étaient plus fortes que le bourdonnement du ventilateur de plafond. Les mots de Marielle se répétaient sans cesse.
tu ne vaux rien. Je prends les enfants. J'essayais de me convaincre qu'elle ne le pensait pas. Qu'elle était en colère et qu'elle s'emportait. Mais au fond de moi, je savais qu'elle se dirigeait vers cela depuis des années. Chaque dispute à propos de l'argent. Chaque soupir quand je rentrais tard du travail. Chaque moment où je pensais qu'elle voulait du réconfort mais où elle m'offrait le silence à la place. Tout menait à ça. J'ai pressé mes paumes contre mon visage, essayant de bloquer le bruit dans mon esprit. C'est alors que j'ai entendu le grattement d'une chaise sur le sol. Quelqu'un s'est glissé dans la banquette en face de moi. J'ai baissé les mains et j'ai vu un vieil homme qui me fixait avec une intensité qui m'a serré la poitrine. Son visage était buriné, sa peau tannée et marquée par le temps. Ses cheveux gris étaient soigneusement peignés, et ses vêtements semblaient propres mais usés, comme s'il avait eu une vie difficile. « Tu ressembles trait pour trait à mon fils, dit-il. » Sa voix était posée, délibérée, le genre de voix qui exigeait l'attention. J'ai cligné des yeux, confus, et j'ai secoué la tête. « Vous devez vous tromper. » Il m'a étudié comme si j'étais une énigme. « Non, tu as ses yeux. La façon dont ta mâchoire se crispe quand tu retiens tes mots. Mon garçon a disparu il y a 35 ans, et je n'ai jamais cessé de le chercher. Et puis je te vois assis ici. Et pendant un instant, j'ai pensé que peut-être. Il s'est arrêté, ses lèvres se pressant en une ligne fine. Je me suis adossé à la banquette, mal à l'aise. Je suis désolé pour votre fils, mais je ne suis pas lui. Le vieil homme a hoché lentement la tête, mais il n'a pas bougé. Peut-être pas. Mais tu portes le même regard que lui avant son départ. Celui d'un homme accablé par un poids qu'il ne sait pas comment porter. Ces mots m'ont piqué au vif parce qu'ils semblaient vrais. Je voulais lui dire de me laisser seul, mais une partie de moi ne le pouvait pas. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de familier, comme s'il avait porté sa douleur si longtemps qu'elle était devenue une partie de lui. « Je m'appelle Arlon, dit-il en tendant la main. J'ai hésité, puis je l'ai serré. Sa poigne était ferme, chaude, rassurante. Ethan, ai-je répondu doucement. Arlon a hoché la tête comme si le nom confirmait quelque chose. Il s'est adossé, croisant les mains sur la table. Tu as perdu quelque chose. Je le vois. J'ai laissé échapper un rire creux. J'ai tout perdu, en fait. Mon travail ce matin, ma femme ce soir, et mes enfants. Ma gorge s'est nouée. Elle les a emmenés avec elle. Arlon n'a pas bronché. Il m'a juste regardé avec la patience de quelqu'un qui avait traversé des tempêtes bien pires. Je connais ce genre de douleur. Des détails différents, mais le même sentiment de vide à l'intérieur. On commence à croire que le monde a peut-être raison à notre sujet, qu'on n'a pas d'importance, que personne ne remarquerait si on franchissait la porte pour ne jamais revenir. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Il exprimait les pensées que j'avais eu trop peur d'admettre. J'ai serré les poings sur la table. Je ne sais plus quoi faire. Chaque fois que j'essaie, ce n'est pas assez. J'ai travaillé 10 ans dans cette usine et ils m'ont laissé partir sans un regard en arrière. J'ai bâti un foyer et ma femme me dit que je l'ai ruiné. Mes enfants? Ma voix s'est brisée. Ils m'ont regardé ce soir comme s'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et je n'avais aucune réponse. Arlon s'est penché en avant, ses yeux fixés sur les miens. Tu ne peux pas laisser cela être la fin de ton histoire. J'ai froncé les sourcils. Quel choix ai-je? Il a expiré lentement, comme s'il pesait sa réponse. Tu as le choix de te relever, de te battre, de refuser de laisser leurs mots te définir. Crois-tu que j'ai arrêté de chercher mon fils parce que 35 ans ont passé? Crois-tu que j'ai accepté le silence du monde comme le mot de la fin? Non. Parce que si je l'avais fait, alors son histoire se serait terminée par une disparition, et la mienne par le regret. J'ai continué parce que l'espoir était tout ce qu'il me restait, et cet espoir m'a maintenu en vie. Le dîner semblait s'estomper autour de nous, le cliquetis de la vaisselle et le murmure des conversations disparaissant sous le poids de ses mots. Pour la première fois depuis que la phrase de Marielle avait détruit ma vie, j'ai senti quelque chose vaciller en moi, quelque chose de petit mais d'indéniable. J'ai regardé Arlon, ne sachant pas pourquoi cet étranger m'avait choisi, pourquoi il parlait avec une telle conviction à un homme qu'il venait de rencontrer. Mais au fond de moi, je comprenais. Il voyait en moi le même vide qu'il habitait depuis des décennies, et il refusait de me laisser sombrer. C'est alors qu'il s'est approché, sa voix ferme mais douce, et s'est préparé à dire les 5 mots qui allaient tout changer.
Arlon se pencha en avant, ses mains reposant sur la surface usée de la table de la banquette. Ses yeux restèrent fixés sur les miens, comme s'il pouvait voir à travers moi. Puis, avec une fermeté qui perça le bruit dans ma tête, il dit « Ne les abandonne pas comme moi. » Ces 5 mots frappèrent plus fort que tout ce que Marielle m'avait jeté à la figure. Plus fort que la perte de mon emploi, plus fort que le silence qui avait suivi le départ de mes enfants. Ma poitrine se serra et, un instant, je ne pus plus respirer. C'était comme s'il avait atteint l'intérieur de moi et mis en lumière les pensées que j'essayais d'enfouir. « Que voulez-vous dire » demandai-je, la voix basse, presque effrayée par la réponse. Le regard d'Arlon ne vacilla pas, quand mon fils a disparu, j'ai repensé aux années précédentes et j'ai vu un homme qui n'était pas là quand ça comptait. Je travaillais de longues heures. Je me disais que je subvenais à leurs besoins, mais en réalité, je me cachais. J'étais en colère, soupe au lait, toujours à trouver des défauts. Je pensais que la discipline signifiait le silence. Je pensais que l'amour pouvait être implicite. Puis une nuit, il est parti. 35 ans ont passé, et il n'y a pas un jour où je ne me demande pas s'il est parti parce qu'il croyait que je m'en fichais. Parce que je l'ai abandonné de toutes les manières qui comptent, même en vivant sous le même toit. Ces mots s'enfoncèrent en moi comme des pierres dans l'eau. J'ai vu des flashs des grands yeux de Nolan me demandant si je venais avec eux. J'ai vu la petite main de Tessa agrippant la sangle de son sac à dos alors qu'elle suivait sa mère vers la sortie. Je m'étais dit que j'étais trop brisé pour me battre, trop abattu pour me relever. Mais à cet instant, j'ai réalisé la vérité. Si je cédais maintenant, je suivrais le même chemin qu'Arlon regrettait chaque jour de sa vie. J'ai posé mes paumes à plat sur la table. Je ne veux pas être ce genre de père. Je ne veux pas qu'ils grandissent en pensant que je les ai laissés tomber. Arlon hocha lentement la tête, un soulagement fugace traversant son visage. Alors ne le fais pas. Tu as encore une chance. Tu peux perdre un travail. Tu peux perdre un mariage, mais tu ne peux pas te perdre toi-même. Pas à moins que tu décides de t'abandonner. J'ai dégluti difficilement, la gorge sèche. Mais si elle ne me laisse pas les voir? Et si elle continue de me repousser? Sa mâchoire se contracta et, pour la première fois, sa voix prit une note acérée. Alors tu te bats. Pas avec la colère, pas avec l'amertume, mais avec tout ce qui en toi aime ses enfants. Tu leur montres que tu es là. Tu leur montres qu'ils comptent plus que ta fierté, plus que ta douleur. Tu ne disparais pas dans la nuit. Et tu ne les laisses pas se demander si tu t'en souciais. Parce que si tu les abandonnes maintenant, Ethan, cette question les hantera pour le reste de leur vie. La conviction dans son ton me brûla la poitrine. Je restais assis là, à regarder cet étranger apparu de nulle part, me parlant comme s'il avait attendu toute sa vie pour dire ces mots. Pour la première fois de la journée, je sentis une étincelle s'allumer en moi, quelque chose de plus fort que la honte ou le désespoir. C'était petit, fragile, mais c'était réel. Je me suis adossé, les poings serrés, ma respiration se calmant. Je ne vais pas m'enfuir. Je vais aller voir mes enfants. Je vais leur dire la vérité. Je ne peux pas laisser leur dernier souvenir de moi être le silence. Les yeux d'Arlon s'adoucirent et, un instant, il parut presque fier. Voilà. C'est l'homme dont tes enfants ont besoin. Pas parfait, pas intact, mais présent. Assez fort pour rester debout. J'ai hoché la tête, le poids de ces mots manquant. Merci, dis-je, et ma voix se brisa. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes assis ici ce soir, mais j'en avais besoin plus que je ne peux l'expliquer. Il esquissa un léger sourire, un coin de sa bouche se soulevant. Peut-être que je n'ai pas choisi. Peut-être que c'était censé se passer ainsi. La serveuse est passée, remplissant nos cafés, et j'ai réalisé que le mien était toujours intact. Arlon leva sa tasse, but une gorgée et la reposa avec un léger cliquetis. Tu sais ce que tu as à faire maintenant. Ne perds pas de temps. Ne laisse pas la peur décider pour toi. Va les voir. J'ai fixé le café, puis mes mains, marquées et rugueuses par des années à l'usine. Ce n'étaient pas les mains d'un homme qui avait réussi. Pas aux yeux de Marielle. Mais peut-être pouvaient-elles encore être les mains d'un père qui refusait de lâcher prise. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol carrelé. J'y vais, dis-je, plus à moi-même qu'à lui. Arlon tendit la main par-dessus la table, posant une main ferme sur mon bras. Sa poigne était forte, presque anormalement pour un homme de son âge. Souviens-toi de ce que je t'ai dit.
Ne les abandonne pas comme moi. J'ai hoché la tête. Les mots s'étaient gravés en moi. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte, ma poitrine battant d'une nouvelle sorte d'énergie. Je suis sorti dans l'air nocturne, la brise fraîche emportant l'odeur rance de graisse et de café. Pour la première fois depuis le matin, mes pas avaient un but. En traversant le parking vide, j'ai jeté un regard en arrière vers le dîner. À travers la fenêtre, j'ai vu Arlon assis là, me regardant toujours. Il a levé sa tasse dans un petit geste, un adieu silencieux. J'ai levé la main en retour, puis je suis monté dans ma voiture. Je savais où Marielle serait. Elle courait toujours chez sa sœur quand elle avait besoin de soutien. C'est laquelle avait emmené Nolan et Tessa. Mes mains se sont crispées sur le volant alors que je démarrais le moteur. Pour la première fois depuis des années, je ne pensais pas à ce que j'avais perdu. Je pensais à ce pourquoi je devais encore me battre. Je roulais dans la nuit, les mots d'Arlon résonnant dans mon esprit. Je ne savais pas ce qui m'attendait à l'autre bout. Je ne savais pas si Marielle me claquerait la porte au nez ou si les enfants comprendraient même, mais je savais une chose avec une certitude absolue. Je n'allais pas les abandonner. Le trajet jusqu'à la maison de la sœur de Marielle me parut plus long qu'il n'aurait dû, bien que je connaisse chaque virage par cœur. Ma poitrine se serrait à chaque kilomètre, mais les mots d'Arlon m'empêchaient de faire demi-tour. Ne les abandonne pas comme moi. Je l'ai répété encore et encore jusqu'à ce que cela devienne mon encre. Quand je me suis garé dans l'allée, les lumières de la maison étaient allumées. Des ombres se déplaçaient derrière les rideaux, et j'imaginais mes enfants assis sur le canapé, se demandant pourquoi leur père n'était pas là. Cette pensée me brûlait de l'intérieur. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Mes mains tremblaient, mais je les ai forcées à rester stables en frappant. La porte s'est ouverte et Marielle était là. Ses cheveux étaient tirés en arrière, ses bras croisés, son expression un mélange de surprise et d'irritation. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, sa voix sèche. J'ai dégluti difficilement, mais je n'ai pas détourné le regard. Je suis venu pour Nolan et Tessa. Je ne partirai pas sans les avoir vus. Ses lèvres se sont pincées. Ce n'est pas le moment, Ethan. Ils sont déjà assez contrariés. Tu dois laisser tomber. Quelque chose a changé en moi. Pendant des années, j'avais reculé lors des disputes, trop fatigué ou trop honteux pour riposter. Mais pas cette fois. Non, dis-je fermement. Je ne laisserai pas tomber. Tu peux me quitter si c'est ce que tu veux, mais tu ne me les enlèveras pas. Ils ont besoin de leur père, et je ne vais pas disparaître de leur vie. Ses yeux se sont rétrécis, mais elle a hésité. Ce moment de silence m'a donné du courage. Tu te souviens quand nous avons tenu Nolan pour la première fois à l'hôpital, ai-je demandé. Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. Tu m'as dit que je te donnais un sentiment de sécurité, comme si rien ne pouvait nous ébranler. Je n'ai pas été parfait, Marielle, mais je les ai toujours aimés, et je ne les laisserai pas grandir en pensant que je ne me suis pas battu pour eux. Derrière elle, une petite voix a brisé la tension. Papa. Le visage de Nolan est apparu dans l'embrasure de la porte, ses yeux grands et interrogateurs. Il s'est avancé et, à cet instant, le poids que je portais s'est fissuré. Nolan, dis-je, la gorge nouée. Il a couru vers moi avant que Marielle ne puisse l'arrêter, enroulant ses bras autour de ma taille. Son étreinte était désespérée, comme s'il avait retenu sa peur toute la nuit et la laissait enfin sortir. Je savais que tu viendrais, a-t-il murmuré. Tessa a suivi de près, ses petits bras s'enroulant autour de ma jambe. Papa, tu restes avec nous, demanda-t-elle d'une voix petite et pleine d'espoir. Je me suis agenouillé, les serrant tous les deux contre moi, mes bras tremblants en les tenant. Je suis là, dis-je en pressant ma joue contre leurs cheveux. Je ne vais nulle part. Marielle se tenait sur le seuil, les bras toujours croisés, mais ses yeux s'étaient légèrement adoucis. Je pouvais voir le conflit sur son visage. Elle s'attendait à ce que je reste brisé, à ce que je disparaisse dans la nuit comme un homme trop faible pour se relever. Au lieu de cela, elle me voyait me tenir plus droit que je ne l'avais fait depuis des années. « Tu penses que ça change quelque chose ?» demanda-t-elle, sa voix plus basse maintenant. « Ça change tout, dis-je. Parce que je comprends enfin qui je suis. Je n'ai peut-être pas le meilleur travail. Je n'ai peut-être pas été le mari que tu voulais, mais je suis leur père, et je me battrai pour être dans leur vie. Tu ne peux pas m'enlever ça. » Nolan s'est reculé, me regardant avec détermination. « On a besoin de toi, papa.
Entendre ces mots m'a brisé d'une manière différente. Le doute, la honte, la voix dans ma tête me disant que je ne valais rien, tout cela a commencé à s'estomper sous la force de la voix de mon fils. La sœur de Marielle est apparue derrière elle, fronçant les sourcils. Peut-être que tu devrais le laisser parler aux enfants, dit-elle doucement. Il mérite au moins ça. Marielle a jeté un regard en arrière, puis a reporté son attention sur moi. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Finalement, elle s'est écartée. D'accord, tu peux les voir. Mais ça ne veut pas dire que j'ai changé d'avis. Je me suis relevé, gardant mes mains sur les épaules de mes enfants. Tu n'as pas besoin de changer d'avis ce soir, mais sache ceci, je n'arrêterai pas d'être leur père. Je ne reculerai plus. Nous sommes allés dans le salon. Nolan était assis tout contre moi, Tessa sur mes genoux, leur petit corps s'accrochant à moi comme si je pouvais disparaître. Je leur ai dit la vérité avec des mots simples qu'ils pouvaient comprendre. Que parfois les parents se disputent. Que parfois les gens perdent leur travail et font des erreurs, mais que rien de tout cela ne changerait jamais à quel point je les aimais. Je pouvais voir dans son expression qu'elle n'était pas prête à pardonner ou à se réconcilier, mais j'ai aussi vu une lueur de quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, du respect. La nuit s'est poursuivie avec une conversation tranquille, les voix des enfants remplissant l'espace que je croyais avoir perdu pour toujours. Quand je me suis finalement levé pour partir, Nolan s'est accroché à mon bras. Tu reviendras demain, n'est-ce pas? Je me suis penché et j'ai rencontré ses yeux. Demain, et le jour d'après, et tous les jours où je le pourrai. Je n'arrêterai jamais d'être là pour vous. Tessa m'a serré fort dans ses bras. Promis? J'ai embrassé le sommet de sa tête. Promis. En sortant dans la nuit fraîche, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Les problèmes n'avaient pas disparu. Mon mariage était toujours fracturé. Mon travail était toujours perdu. Et mon avenir était incertain. Mais pour la première fois, je n'étais pas paralysé par ces pertes. J'avais quelque chose de plus fort qui me tirait vers l'avant. L'amour de mes enfants et le choix de me battre pour eux. Je suis retourné à ma voiture, me remémorant les mots de Nolan. On a besoin de toi, papa. Ces 4 mots avaient plus de pouvoir que toute l'amertume de Marielle, plus de poids que n'importe quelle lettre de licenciement de l'usine. Et derrière ces mots, il y avait la voix d'Arlon, stable et inébranlable. Ne les abandonne pas comme moi. Je serrai plus fort le volant en démarrant le moteur. Pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement qui j'étais et où j'allais. Le lendemain matin, après avoir confronté Marielle et vu mes enfants, je me suis réveillé avec un poids différent sur la poitrine. Ce n'était pas le fardeau écrasant du désespoir que j'avais porté la veille. C'était la lourde responsabilité d'une promesse que j'avais faite à Nolan et Tessa, une promesse que je ne les abandonnerais jamais, peu importe à quel point je me sentais brisé. Les jours qui suivirent ne furent pas faciles. Marielle resta distante, sur la défensive et souvent froide. Dans ses paroles, elle me rappelait encore et encore que notre mariage n'était plus le même. Qu'elle était fatiguée de porter un homme qui ne visait jamais plus haut que le strict minimum. Mais même dans son amertume, elle ne pouvait ignorer le changement en moi. Je ne me disputais plus avec colère. Je ne me repliais plus dans le silence. Je tenais bon avec une conviction calme, et chaque fois que je regardais mes enfants, je me souvenais pourquoi. J'ai pris des petits boulots à temps partiel partout où je pouvais, remplir des étagères, livrer des fournitures, réparer de petits moteurs pour les voisins. Ce n'était pas prestigieux, mais cela me maintenait en mouvement, me prouvant à moi-même que j'étais encore capable de construire. Lentement, des opportunités se sont présentées. Mon père, Gareth, m'a donné des outils de son atelier, me disant qu'il était temps d'utiliser mes mains d'une manière qui m'appartenait. Mon frère, Colin, est passé et m'a dit, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais tu as enfin l'air vivant. Plus important encore, mes enfants n'ont plus jamais douté de moi. Nolan a commencé à me demander de l'aider pour ses projets scolaires, m'entraînant avec un enthousiasme que je n'avais pas vu depuis des mois. Tessa dessinait des images de nous 3 nous tenant la main, les scotchant fièrement sur le frigo chaque fois que je venais. Ils m'observaient attentivement, apprenant non pas de mes mots, mais de mes choix. Et chaque jour où j'étais présent, je leur prouvais que leur père était toujours debout. Quelques semaines plus tard, je suis retourné au dîner. Je voulais remercier Arlon, lui dire comment ces 5 mots avaient redirigé ma vie. En entrant, j'ai balayé les banquettes du regard, mais il n'était nulle part. La même serveuse s'est approchée et je lui ai demandé si elle l'avait vu.
Arlon, a-t-elle répété en fronçant les sourcils. Vous voulez dire Arlon Vénor? J'ai hoché la tête avec empressement. Oui, il s'est assis avec moi ici. Cheveux gris, carrure solide pour son âge, un peu sérieux mais avec une présence forte. Elle m'a lancé un regard perplexe. Je connaissais Arlon. Il venait ici il y a des années, mais il est décédé il y a bien longtemps. Je ne l'ai pas vu depuis plus d'une décennie. La tasse de café dans ma main a légèrement tremblé. J'ai regardé autour de moi dans le dîner, m'attendant à moitié à le voir apparaître soudainement, mais les banquettes étaient vides, le cliquetis des assiettes et le bourdonnement des conversations se poursuivant comme s'il n'avait jamais été là. Je suis retourné à la banquette du fond où il s'était assis avec moi cette nuit-là. Je me suis glissé sur le siège et j'ai regardé la table, passant ma main sur la surface lisse. Que Arlon ait été de chair et de sang ou toute autre chose, sa présence était réelle pour moi. Ses mots étaient réels. Son avertissement m'avait sauvé de sombrer dans le même vide qui avait consumé sa vie. Je suis resté assis là, silencieux, murmurant un merci dans l'air vide, espérant que d'une manière ou d'une autre, il l'entendrait. Puis j'ai quitté le dîner, emportant son message avec moi, déterminé à ne jamais l'oublier. En y repensant maintenant, je comprends la leçon qu'il m'a donnée. La vie peut vous dépouiller de tout. Les emplois disparaissent. Les mariages se brisent. Les gens en qui vous avez confiance peuvent vous blesser de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Mais rien de tout cela ne signifie que vous devez cesser de vous battre pour les personnes qui comptent vraiment. La valeur d'un père ne se mesure pas à son salaire ou à l'état de son mariage. Elle se mesure à sa présence, à son refus de s'enfuir, à l'amour constant qui ancre ses enfants même lorsque le monde tremble. Je suis toujours en train de me reconstruire. J'apprends encore à me tenir droit même lorsque le sol semble instable. Mais je sais maintenant que je ne suis pas sans valeur. Je suis un père, et c'est une raison suffisante pour continuer à avancer. Si vous retenez quelque chose de mon histoire, que ce soit ceci, n'abandonnez pas les personnes qui ont besoin de vous. Ne laissez pas le désespoir vous convaincre qu'il est plus facile de partir que de rester debout. Soyez présent même lorsque cela semble impossible, surtout à ce moment-là, car parfois, le plus petit acte de présence peut changer une vie pour toujours. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à votre propre vie ou aux personnes qui vous sont chères, je vous demande de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous avez retenu de cette histoire. Et si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne.